Il était une fois un homme. Un homme né dans le confort, l'abondance et le pouvoir. Un homme promis à une vie paisible, entouré de privilèges, mais qui choisira le feu, la guerre et la terreur. Cet homme s'appelait Oussama Ben Laden. Bienvenue sur Géosynthèse, la chaîne qui décrypte les grands événements et les figures majeures de notre histoire contemporaine. Si vous aimez les récits documentés, les enquêtes géopolitiques et les analyses sans filtre, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Et si cette vidéo vous captive, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir notre travail. Ceci est l'histoire d'un jeune idéaliste devenu un symbole de terreur mondiale. Ceci est l'histoire de l'homme le plus recherché de la planète. Voici l'histoire de Ben Laden. Partie 1. Origine et jeunesse. Oussama Ben Mohamed Ben Awad Ben Laden naît le 10 mars 1957 à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est le 17 des 52 enfants de Mohamed Ben Laden, un entrepreneur d'origine yéménite devenu multimillionnaire grâce aux travaux publics et à ses liens étroits avec la monarchie saoudienne. En grandissant, Oussama évolue dans un environnement strictement religieux, mais aussi profondément marqué par le nationalisme arabe et les tensions régionales. Très tôt, il se distingue par une piété rigoureuse, une timidité notable et une fascination pour les récits de conquête islamique. Il étudie à l'université du roi Abdulaziz à Jeddah, où il se spécialise en économie et en gestion. Mais c'est surtout dans les cercles islamistes de l'époque qu'il se forge idéologiquement. Il y rencontre plusieurs figures influentes du courant salafiste, dont Abdullah Azzam, un idéologue palestinien qui jouera un rôle crucial dans sa radicalisation. À cette époque, le monde musulman est en ébullition. La révolution iranienne, les régimes laïques autoritaires, la montée de l'islam politique et surtout, en 1979, l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Pour Oussama, c'est un appel, un devoir, une cause sacrée. Le jeune héritier saoudien n'a alors qu'un objectif, rejoindre le front du djihad. Partie 2. L'engagement en Afghanistan. 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Le monde musulman s'embrase. Pour des milliers de jeunes islamistes, c'est l'heure du djihad contre l'envahisseur athée. Oussama Ben Laden, à peine âgé de 22 ans, quitte le confort de l'Arabie saoudite pour rejoindre la guerre. Il ne combat pas encore directement, mais finance, organise, construit. Grâce à sa fortune personnelle et à son réseau familial, il établit des bases logistiques, des routes d'approvisionnement et des camps d'entraînement pour volontaires arabes. Son but, faciliter l'arrivée de combattants étrangers pour soutenir les moudjahidines afghans. On l'appelle déjà le jeune prince du djihad. Durant ce conflit, Ben Laden bénéficie indirectement du soutien des États-Unis et du Pakistan. La CIA finance la résistance afghane via l'opération Cyclone, l'une des plus vastes campagnes secrètes de la guerre froide. Mais derrière l'ennemi commun, l'URSS, des idéologies très différentes émergent. Pour Ben Laden, ce n'est pas simplement une guerre contre une puissance étrangère. C'est le début d'une croisade globale contre toute influence occidentale dans le monde musulman. C'est en Afghanistan qu'il noue ses premiers liens avec d'autres islamistes radicaux. C'est là qu'il apprend la clandestinité, la logistique, et qu'il comprend que le djihad moderne peut devenir une organisation internationale. En 1989, l'armée rouge se retire. La guerre semble gagnée. Mais pour Oussama Ben Laden, ce n'est que le début. Partie 3. La création d'Al-Qaïda. 1989, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan. Pour beaucoup, la guerre est terminée. Mais pour Oussama Ben Laden, la lutte ne fait que commencer. Frustré par les conflits internes entre factions afghanes et par le manque de reconnaissance de son rôle, il décide de créer sa propre structure, une organisation indépendante, mobile et transnationale. Son nom, Al-Qaïda. Littéralement, la base. À l'origine, il s'agit d'un simple fichier, une base de données recensant les volontaires arabes ayant combattu en Afghanistan. Mais très vite, le projet prend une autre ampleur. Ben Laden veut structurer le djihad, l'exporter, le mondialiser. Avec l'aide de vétérans du conflit afghan, notamment Ayman al-Zawahiri, un Égyptien issu du djihad islamique, il fonde un réseau clandestin doté d'une idéologie claire, rétablir un califat islamique et combattre l'influence occidentale sur les terres musulmanes. Entre 1991 et 1996, Ben Laden se déplace entre le Pakistan, le Soudan et l'Afghanistan, consolidant ses alliances et ses ressources. Il utilise ses fonds personnels, investit dans des entreprises, et s'appuie sur des réseaux islamistes locaux pour diffuser son idéologie. Durant cette période, il théorise un djihad offensif, non plus défensif face à une invasion, mais dirigé contre les ennemis de l'islam, au premier rang desquels se trouvent les États-Unis, Israël et leurs alliés dans le monde arabe. La guerre devient globale, sans frontières. Et Oussama Ben Laden en devient le chef d'orchestre.
Partie 4. Les attentats et la montée en puissance. La fin des années 1990 marque le passage à l'action. Al-Qaïda n'est plus un simple réseau clandestin. C'est une machine opérationnelle. En août 1998, 2 attentats suicides frappent les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Bilan, plus de 200 morts. Le message est clair, les États-Unis sont désormais la cible. En octobre 2000, un bateau suicide frappe le destroyer USS Cole dans le port d'Aden, au Yémen. 17 marins américains sont tués. Oussama Ben Laden devient l'ennemi numéro 1 de Washington. Il est placé sur la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI. Mais l'attaque la plus spectaculaire, la plus tragique, reste à venir. Le 11 septembre 2001, à 8h46 du matin, le vol American Airlines 11 percute la tour nord du World Trade Center, à New York. À 9h03, la tour sud est frappée à son tour. À 9h37, un 3e avion s'écrase sur le Pentagone. À 10h03, le vol 93 s'écrase en Pennsylvanie grâce à la résistance de ses passagers. Près de 3000 morts. Des milliers de blessés. Des millions de spectateurs en état de choc. Le monde vient d'entrer dans une nouvelle ère. Ben Laden revendique l'opération quelques semaines plus tard. Selon lui, les États-Unis paient le prix de leur domination militaire au Moyen-Orient. L'Amérique riposte immédiatement. En quelques jours, elle envahit l'Afghanistan, détruit les bases connues d'Al-Qaïda et place une cible sur la tête de Ben Laden. La plus grande chasse à l'homme du XXIe siècle vient de commencer. Partie 5. La traque et la cavale. Octobre 2001. Quelques semaines après les attentats du 11 septembre, les États-Unis lancent l'opération Enduring Freedom. Objectif, détruire Al-Qaïda et capturer ou éliminer Oussama Ben Laden. L'Afghanistan est envahi. Les talibans, qui protégeaient Ben Laden, sont chassés du pouvoir. Mais l'homme le plus recherché du monde disparaît. En décembre 2001, les services américains le localisent dans les montagnes de Tora Bora, à la frontière pakistanaise. Des bombardements massifs sont lancés, mais Ben Laden parvient à s'échapper. Commence alors une cavale qui durera près de 10 ans. Protégé par des réseaux tribaux, déplacé régulièrement, caché dans des maisons anonymes, Ben Laden devient une ombre. Il ne communique qu'à travers des cassettes ou vidéos enregistrées, appelant ses partisans à poursuivre la guerre contre l'Occident. Pendant ce temps, les États-Unis investissent des milliards de dollars dans la traque. Le programme de drones est massivement déployé au Pakistan. Plusieurs de ses lieutenants sont éliminés. Mais lui, reste introuvable. Et l'homme vieillissant semble glisser lentement dans l'oubli médiatique. Jusqu'à une nuit de mai 2011. Partie 6. La mort de Ben Laden. 1er mai 2011. Après près de 10 ans de traque, la CIA identifie une maison fortifiée, située à Abbottabad, une ville paisible du Pakistan, à quelques centaines de mètres d'une école militaire. Sans ligne téléphonique. Sans Internet. Des murs de plus de 5 mètres de haut. Et une silhouette mystérieuse, surnommée le porteur. Les services américains en sont convaincus. Oussama Ben Laden vit ici, reclus, avec ses femmes et ses enfants. Minuit 30, heure locale. 2 hélicoptères Black Hawk s'élèvent dans le silence noir de la nuit. À leur bord, une unité d'élite, la SEAL Team 6. L'opération Neptune Spear est lancée. Le raid dure moins de 40 minutes. Ben Laden est retrouvé au dernier étage de la maison. Selon les rapports officiels, il aurait été abattu d'une balle dans la tête après avoir tenté de résister. À Washington, dans la Situation Room, le président Barack Obama et son cabinet suivent l'opération en temps réel. Ce soir, j'annonce au peuple américain et au monde, les États-Unis ont conduit une opération qui a tué Oussama Ben Laden. Son corps est rapidement identifié par ADN, puis immergé en mer, selon les traditions islamiques, affirme Washington. La figure du djihadisme mondial vient de tomber. Partie 7. Héritage. Controverse et impact mondial. La mort de Ben Laden ne marque pas la fin du djihadisme mondial. Elle en change le visage. Privé de son chef historique, Al-Qaïda perd de son influence, mais reste active dans plusieurs régions, au Maghreb, en Somalie, au Yémen, en Syrie. Et bientôt, une nouvelle organisation plus brutale encore émerge de ses cendres, l'État islamique, né dans le chaos irakien. Ben Laden a ouvert une ère. Celle d'un terrorisme mondialisé, ultramédiatisé, mêlant idéologie religieuse, stratégie militaire et guerre de l'image. Son héritage est aussi géopolitique, 2 décennies d'intervention militaire occidentale, des milliers de morts civiles, des régimes déstabilisés et une méfiance accrue envers les populations musulmanes dans le monde entier. Pour certains, Ben Laden fut un monstre. Pour d'autres,
un symbole de résistance. Mais pour l'histoire, il restera l'homme qui a déclenché un nouveau chapitre de la violence mondiale. Comprendre la trajectoire d'Oussama Ben Laden, c'est comprendre les failles d'un siècle. Colonisation, ingérence, fanatisme, guerre froide, chaos post-11 septembre. C'est aussi saisir comment un seul homme, avec une idéologie, une fortune et un réseau, a pu changer le cours de l'histoire. Merci d'avoir suivi cet épisode de Géosynthèse. Si vous voulez d'autres décryptages sur les figures marquantes du monde contemporain, pensez à vous abonner et activer la cloche. Et surtout, gardons les yeux ouverts sur ce que l'histoire cherche à nous enseigner.